Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour le forum de la presse. La FEMA Foot et le collectif des clubs de Ligue majoritaire ont signé jeudi soir un protocole d'accord qui met fin à la crise qui secoue le monde du football au Mali. La grève des enseignants continue. Hier d'ailleurs, une marche silencieuse a eu lieu. Dans ce forum de la presse également, le comité international de la Croix-Rouge suspend temporairement ses activités dans la région de Kidal à raison de l'insécurité. Dernière actualité dont nous discuterons au cours de cette émission, près de 300 réfugiés maliens en Béra sont de retour à Tombouctou. Nos invités pour faire le point de l'actualité de cette semaine sont donc Shahana Takiou du 22 septembre, Idrissa Kamara de l'ORTM, Paul Ben, journaliste indépendant. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Sedoumbo. Le grand dialogue. Serait-ce la fin de la crise du football malien? En tout cas, tout porte à le croire. Écoutons ensemble ces décisions lors de la déclaration au sortir du comité de conciliation déjà. Les parties conviennent par le présent protocole d'accord de ce qui suit. La levée par le comité exécutif de la FEMA Foot de toutes les sanctions liées à la crise. La suspension de toutes les actions de recours judiciaire tant au plan national qu'international. La tenue d'une assemblée générale au plus tard le 12 juin 2017 à l'effet de la mise en place d'un comité de normalisation sous la supervision de la FIFA. Les partis proposent librement et volontairement au gouvernement du Mali l'annulation des décisions du 8 mars 2017 portant dissolution du comité exécutif de la FEMA Foot et du 11 mars 2017 portant mise en place d'un comité provisoire. L'indemnisation du Djoliba AC et des 11 créateurs de Nyarela en raison de leur disqualification suite à la décision de la suspension prise par la FIFA à l'encontre de la FEMA Foot. À la signature du présent protocole, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour annuler les deux décisions ci-dessus visées. Au plus tard, le vendredi 28 avril à 8 h, le président de la FEMA Foot saisit la FIFA pour lui notifier la décision gouvernementale en vue de la levée de la mesure de suspension de la FEMA Foot. Le même jour, le président de la FEMA Foot prend acte de la convocation de l'Assemblée générale pour la mise en place du comité de normalisation. Cette Assemblée générale doit entériner la mesure de levée des sanctions liées à la crise. La feuille de route du nouveau comité de normalisation sera définie à l'Assemblée générale prévue au plus tard le 12 juin 2017. Il sera procédé à la suspension de tous les recours judiciaires au plan national qu'international. Il sera également procédé à la nomination d'un nouveau secrétaire général et de son adjoint à la FEMA Foot au plus tard le 5 mai 2017. Alors, Shahana Takiou, on l'a entendu, hein? Est-ce qu'on peut dire que c'est enfin la fin de la crise qui a secoué le monde du football malien pendant près de 3 ans déjà? Il faut rester prudent parce que les acteurs du football malien ont déçu. Ils ont déçu les supporters, ils ont déçu les fans du ballon rond. Moi, je ne leur fais pas confiance. J'observe la situation. Il y a eu un protocole d'accord et j'observe pour voir si toutes les parties vont travailler pour la mise en route vraiment de ce protocole d'accord. Parce que c'est là toute la difficulté. Et très honnêtement, de mon point de vue, je pense que les deux camps sont disqualifiés pour poursuivre à diriger notre football roi. C'est vrai. Il semble que présentement, il semble que le président Baba restera seulement 45 jours après. Oui. D'après le protocole. Ben, quel que soit le temps que Baba restera, Baba aussi bien que les autres doivent à partir d'octobre, de mon point de vue, vraiment se mettre à l'écart du football malien, élire de nouveaux dirigeants pour vraiment la relance, je dis bien la relance du football malien, pour que notre football puisse se développer et pour qu'un jour on puisse amener vraiment la coupe ici au Mali, la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons des joueurs talentueux qui exercent en Europe,
Chaque année, depuis 10 ans, nous participons à la CAN, mais nous sommes éliminés dans des conditions tristes. Trop, c'est trop. Il faut que cette situation, qu'on l'arrête et qu'on entende les cris de cœur des supporters, qu'on entende enfin le cri de cœur des amateurs de football. Trop, c'est trop. Il faut que ces dirigeants-là, il faut qu'ils partent. Et qu'il y ait de nouveaux dirigeants. Merci Chana Takiou. Idrissa Kamara, quelle est votre lecture de la situation? Beaucoup spéculent en parlant de victoire d'un camp ou de l'autre. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une victoire du ballon? Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est plutôt la victoire du football malien. Et Chana Takiou l'a dit, mais moi je modérerai un peu plus mes propos en n'allant pas jusqu'à disqualifier les deux camps, parce que je me dis de toute façon on peut refaire avec les mêmes acteurs du football, parce que les acteurs du football, c'est quand même un tout. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Je pense que la crise a plutôt révélé que certains acteurs ne méritaient pas, comme il a dit, ne méritaient pas effectivement de diriger le football ici. Mais puisque déjà c'est un dénouement qui a été souhaité par tous, mais attendons plutôt de voir et souhaitons plutôt que les deux parties saisissent cette occasion vraiment pour pouvoir redonner vie au football malien. Il a dit, le football malien, c'est avec passion que le peuple du Mali le vit. Alors, puisqu'on le vit avec autant de passion, il est bon de mon point de vue que toutes les parties s'engagent effectivement à faire en sorte que le protocole d'accord qui vient d'être signé soit véritablement mis en place et mis en œuvre pour le bonheur du football du Mali, pour le bonheur tout simplement des Maliens. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui, Paul Ben, je m'adresse à vous, est-ce que vous êtes avec nous, Paul Ben? Je suis avec vous. Alors, est-ce que vous pensez que cette décision-là, justement, vont nous éviter les éventuelles sanctions de la FIFA? Bon, moi, j'abonde dans le sens de mes deux confrères. Je crois que si un dénouement heureux est trouvé à cette crise qui perdure déjà et qui pénalise tout le football malien, c'est pénible ce que les différentes équipes, surtout celles qui étaient engagées au niveau international, ont vécu ces derniers temps. Tous les Maliens sont vraiment accrochés à une solution, qu'elle soit vraiment trouvée et qu'elle soit durable. Parce que, vous savez, c'est le sport roi, comme Chana Takiou le dit tout à l'heure. Le football est là, ça passionne, ça déchaîne toutes vraiment les sensibilités. Donc, moi, je crois que si une solution durable est trouvée à cette crise, vraiment, je crois que ce serait pour le bonheur du football malien, parce que je l'ai dit déjà sur notre plateau une fois, on a eu vraiment une performance un peu inédite en Afrique. Toutes nos formations footballistiques des cadets jusqu'au senior étaient qualifiées pour les phases finales des différentes coupes d'Afrique. Donc c'est une performance que vraiment des politiques, parce que la fédération malienne, elle est un peu politique. Il faut qu'elle soutienne cet élan, qu'elle soutienne vraiment cette performance pour que, comme Chana l'a dit aussi, qu'on ramène vraiment la Coupe d'Afrique chez nous. Je crois que c'est un peu ça mon point de vue. Merci Paul Ben. Chana Takiou. Alors, un ministre qui suspend une fédération après le gouvernement qui recule quand même, est-ce que ce n'est pas un peu de nature à désavouer ce ministre-là, comme certains le disent? Je pense qu'il faut préciser que Paul Ben est avec nous, il est en ligne, parce que ce n'est pas très bien audible, donc il faudrait que ceux qui nous écoutent sachent qu'il est en ligne, il n'est pas sur le plateau, ce qui fait que on ne l'entend pas assez. Il est bon de le souligner. La technique va essayer de le rejoindre d'ailleurs. Bon, oui, pour améliorer cela, sinon ce n'est pas la peine. Cela dit, bon, un ministre qui prend une décision de suspendre... De dissoudre, pas de suspendre. De dissoudre la fédération, ce n'est pas le ministre seulement qui a pris cette décision. C'est une décision qui a été entérinée par le Conseil des ministres. Donc, c'est le gouvernement qui a accepté cette décision du ministre. C'est une décision très grave que le ministre lui seul ne saurait assumer. Le ministre avait fait la proposition,
il a eu l'assentiment du Conseil des ministres. Ça a été discuté selon de nombreuses sources en Conseil des ministres, même s'il y a quelques ministres, un ou deux, trois, qui n'étaient pas très d'accord avec la décision, mais il a eu l'aval du gouvernement. Ça, il faut le préciser. 1. 2. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau Premier ministre, donc il y a eu un changement de style. Sinon, avec l'ancien Premier ministre, le ministre des Sports était dans d'autres scénarios qui n'ont pas pu prospérer. Aujourd'hui, il y a un nouveau Premier ministre qui a un nouveau style et qui demande de tout mettre sur table pour négocier parce qu'il est venu dans une situation de crise. Le football, au moins, avec toutes les difficultés que les Maliens ont, avec le football, au moins, on se lasse, on rit, il y a la joie. Donc, si au niveau de ce football, où justement, certains... est-ce que finalement le football n'était pas devenu source d'autre chose que de joie chez nous au Mali? Bon, quand même, pour moi je connais le football. Quand on voit que les acteurs du football se sont opposés pendant près de 3 ans. Hein? Bon, ça vraiment, c'était la chienlit. C'était la chienlit. On a laissé trop faire. Malheureusement, ce que les acteurs avaient refusé hier. Les dirigeants, hein, d'ailleurs, pas les acteurs. Hein. Les acteurs, c'est les dirigeants également. Ils sont acteurs et dirigeants, M. Touré. Absolument. Est-ce que tu vois, ils sont acteurs et dirigeants. Donc, ce qu'ils avaient refusé depuis très longtemps, c'est ce qu'ils acceptent aujourd'hui. Le protocole, là, il n'y a rien de sorcier dedans. On aurait pu l'accepter depuis très longtemps. On aurait pu l'accepter. Mais il faut reconnaître que la fédération a été très dure, très têtue et a conduit à cette situation. Peut-être que si le ministre n'avait pas pris cette décision, la fédération ne serait pas aujourd'hui sur la table de négociation et faire les compromis actuels. C'est la décision de dissolution du ministre, de mon point de vue, qui a conduit la fédération à faire des concessions. Parce que durant tout le temps, la fédération a refusé. Elle a même refusé d'appliquer la décision du TAS, du tribunal arbitral du sport, qui a déclaré illégal l'Assemblée générale qui a sanctionné les adversaires de Baba. Mais la fédération a refusé de respecter cette décision. Il y a eu trop de maladresse dans cette affaire-là. Mais tout est bien qui finit bien. Attendons encore, parce que ce il faut le dire, des gens qui se regardent en chien de faïence, qui sont aujourd'hui invités à mettre en œuvre un protocole d'accord. Soyons prudents et attendons comment est-ce qu'ils vont agir. Attendons comment est-ce qu'ils vont agir, parce que nous autres, ils nous ont dessus. Merci. Alors, Idrissa, on a entendu tout à l'heure dans la déclaration que la FIFA viendra éventuellement superviser l'évolution des choses chez nous. Est-ce à dire déjà qu'on va éviter ces éventuelles sanctions? C'est ce qu'il faut souhaiter. Hein. Moi, je pense que la FIFA, lorsqu'elle va venir au Mali, c'est tout simplement pour ne plus appliquer la sanction. Étant donné que pour la FIFA, il fallait plutôt aux politiques ne pas s'immiscer dans les affaires du football. C'est ce qui a été fait. Ce qu'on ne dit pas assez, je ne pense pas d'ailleurs, là je vais commencer par là, qu'il faille faire le procès d'une partie ou de l'autre. Je pense que cette ère est complètement révolue. Là, on l'a dit au début de ses propos, il faut plutôt souhaiter que les deux parties aillent, n'est-ce pas, et dans la mise en œuvre totale et sans retenue de ce protocole d'accord. Sinon, si ici on se met à faire le procès d'une partie ou de l'autre, on n'en sortirait pas. Alors, pour revenir à ta question, c'est qu'effectivement aujourd'hui, la FIFA comprend que son exigence a été respectée. Parce que pour la FIFA, il ne faut pas que les politiques dissolvent une fédération, quelles qu'en soient les raisons. Il n'appartient pas à un gouvernement de dissoudre une fédération de football. Partout où cela a été fait, ce pays a été exposé à des sanctions de la FIFA. Et c'était le cas. Et la FIFA, dans 48 heures maintenant, les sanctions de la FIFA allaient être effectives. Alors ce n'est pas un hasard. Si on avait dit vendredi. Voilà, ce n'est pas un hasard. Parce que, quelqu'un l'a dit, nos équipes de catégorie sont en compétition à la fois africaine et mondiale.
alors ces équipes-là n'allaient pas pouvoir compétir. Nous avons vu le cas du Djoliba, nous avons vu le cas des 11 créateurs qui ont été sortis des compétitions. Même nos arbitres ont été interdits d'aller officier dans d'autres pays. Parce que c'est comme ça les sanctions. Alors aujourd'hui, la FIFA doit véritablement lever les sanctions parce que le mot est très dur. Ça a été une espèce de reculade. On dissout une fédération, on recule. On a reculé. On a quand même reculé. À quelles conditions? Quelles qu'en soient les conditions, ce qu'on constate, c'est que c'est de la reculade. Moi, je me rappelle les propos du ministre. Il fallait cette reculade pour que la fédération puisse mettre de l'eau dans son vin. Alors, est-ce que justement, c'était pas finalement une bonne décision que la fédération une très bonne décision que le gouvernement a prise? C'est quoi? C'est de mettre en place rapidement une ultime commission de médiation, une énième commission de médiation. C'est ce qui a été fait par l'actuel Premier ministre. Il a fait, et Dieu merci, ça a réussi. Pourquoi cette énième commission de médiation a réussi là où toutes les autres ont échoué? Merci Idrissa. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Second thème de cette émission, la grève des enseignants. Les médecins ont cessé, les enseignants continuent. Jusqu'où ira cette grève? Les syndicats des enseignants, d'ailleurs, ont marché hier, une marche silencieuse. On écoute cette analyse de Intala Akbilal. Muni des banderoles blanches sur lesquelles on peut lire « Oui au statut autonome ». Plusieurs syndicats de l'éducation ont défilé ce matin en silence. À Bamako, la marche a débuté devant le ministère de l'Éducation nationale et a pris fin à la primature. Les marcheurs ont été reçus par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Cette marche de contestation a été observée à l'intérieur du pays où plusieurs écoles sont restées fermées. Le collectif des syndicats de l'éducation nationale signataire du 15 octobre 2016, regroupant le SINESEC, le SINEB, le SILDEF, le SINEFCT, le CIPESCO, le FENAREC protestent contre la non-application par le gouvernement du procès verbal de l'accord de conciliation de 8 janvier 2017. Selon les marcheurs, dans les textes, le gouvernement s'est dit engagé à donner un statut autonome aux enseignants. Le collectif réclame également l'harmonisation des salaires des enseignants maliens avec ceux de la sous-région. Alors, merci Intala Akbilal. Paul Ben, l'entrée en matière du Premier ministre entrant s'est soldée quand même par la fin de la grève des médecins. On voit aussi que la crise de la FEMAFOOT prend fin. Est-ce que justement cette grève des enseignants est l'épine dans le pied du gouvernement actuellement? Bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je l'espère. J'espère que en trouvant une issue à la grève des médecins, je veux dire non seulement de la santé et des affaires sociales, et en trouvant une issue, bon, on est en train de trouver une issue vraiment heureuse par rapport au football. J'espère qu'il trouvera une solution pour cette sempiternelle question ce sempiternel problème qui mine l'éducation depuis plusieurs années. On sait que l'école malienne n'est pas seulement au bas de l'échelle, elle est dans un gouffre. Et il faut l'en sortir. Mais je crois que le Premier ministre actuel pourra trouver des solutions. Qu'elles soient durables, parce que c'est toujours ça. On a l'impression que la machine repart toujours de zéro et chaque fois les problèmes reviennent sur le tapis. Et franchement, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est là-dedans et j'espère qu'on trouvera cette fois-ci une solution à ce problème. Les enseignants, bon, il y a certaines revendications, franchement, qui sont comme vraiment des montagnes. Si on veut, par exemple, mettre l'enseignant malien au même niveau que l'enseignant ivoirien ou sénégalais, ça va être très difficile. Même si le gouvernement, comme je l'ai dit toujours, doit réduire son train de vie, ça va être très difficile. Nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes richesses. Ça sera très difficile. Alors, Paul Ben, dites-moi, est-ce que vous pensez que très bientôt un accord sera trouvé avec les enseignants? On a vu déjà que le Premier ministre a fait quelques succès avec les négociations. C'est ce que j'espère.
j'espère de tout cœur, parce que je suis revenu de Gao le lundi, et au nord du Mali, ça fait plusieurs mois maintenant que les écoles sont fermées, les élèves ne partent plus à l'école. Même ceux du privé étaient dans la danse, après les écoles du privé ont repris. Ça fait vraiment beaucoup de temps maintenant que les élèves ne vont plus à l'école. On est en train de frôler l'année blanche pour les élèves qui ne sont pas dans les classes d'examen. Parce que ceux de la 9e, par exemple, à Gao, ils vont à l'école. Mais ceux qui ne sont pas dans les classes d'examen sont à la maison depuis plusieurs mois. Et de tout cœur, on souhaite qu'une solution soit trouvée. C'est ce qu'on souhaite le plus. Maintenant, entre le souhait et la raison politique, il y a souvent une grande différence. Merci. Chana Taku, est-ce que le gouvernement a aujourd'hui les moyens de satisfaire toutes les revendications des grandes sociales et ensuite faire face à ces prérogatives? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Même si je sais que les négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement a commencé au moment où nous sommes en train de débattre. Il y a les négociations en cours avec 7 ministres. Ils sont en train de négocier. Et les revendications sont souvent, certaines d'entre elles sont des revendications maximalistes, il faut le dire. Les enseignants, ils sont très importants dans notre pays. Ils sont très importants pour la société. Ils méritent tout, les enseignants. Ils méritent tout. Mais... le cas des enseignants du Nord, par exemple. Tout le monde, moi je ne dis pas, il faut éviter... Une prime spéciale, j'ai dit, il faut éviter enseignants du Nord, du Sud ou du Centre. On va dire enseignants des zones à risque. Non, c'est ça, il y a des primes de zone, tout ça là. Donc, c'est pourquoi j'ai dit les enseignants méritent tout. Mais méritent tout, dans quel pays sommes-nous? Dans un pays en guerre. Dans quel pays sommes-nous? Dans un pays où les ressources sont limitées. Donc il faut que les uns et les autres aient les pieds sur terre et puissent être compréhensibles. C'est-à-dire d'aligner les salaires des enseignants maliens avec ceux de leurs homologues ivoiriens ou sénégalais. Vous savez très bien que cela n'est pas possible. Vous, Touré, en tant que journaliste, tu sais que tu ne peux pas avoir le même salaire que ce journaliste ivoirien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas la même économie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. 1. 2. Les enseignants demandent un statut autonome. Non. Les enseignants sont des fonctionnaires qui sont régis par le statut général des fonctionnaires. On peut leur accorder, de mon point de vue, un statut particulier. Dans ce statut particulier, on peut prendre en compte la spécificité. Des primes pour les zones à risque, des primes pour la documentation, des primes pour telle ou telle autre chose, des primes pour la hiérarchisation, pour l'enseignement supérieur, et ainsi de suite. On peut faire des majorations de 5%, 10%, maximum 20%, ça c'est possible. Mais quand on formule des revendications avec une majoration de 200%, cela, il faut le dire de façon très claire, n'est pas acceptable. Cela n'est pas acceptable. Mais avec les négociations, tout est possible. Et souhaitons et prions pour que les négociations en cours puissent aboutir à un accord afin que les élèves et étudiants du Mali puissent reprendre le chemin de l'école. L'école, c'est la vie. L'école, c'est la vie. Et je pense que le Premier ministre l'a compris, les enseignants qui sont en négociation l'ont compris, et je pense que chaque partie va faire des concessions afin d'avoir un accord que toutes les parties pourront respecter. Merci Idrissa Kamara. Justement, on me signale de l'autre côté de la technique que le Mali est le 3e pays économique de l'UEMOA. Est-ce qu'on a réellement un problème de budget pour faire face aux besoins des gens, surtout quand on voit un gouvernement qui augmente sa taille, par exemple? Est-ce que cela ne lance pas un mauvais message aux différents protagonistes? Écoutez, moi je ne suis pas économiste, pour dire que le Mali est la 3e économie de l'UEMOA, c'est peut-être possible. Soit. Mais soit, voilà, soit
droite, mais Charana l'a dit, comparaison n'est pas raison. Et en plus, les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont éminemment plus de ressources que le Mali. Et vouloir aligner les enseignants maliens sur le même niveau de salaire que leurs collègues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ça me paraît, il a dit, c'est des revendications maximalistes. Moi, je pourrais dire que c'est tout simplement ingérable pour qui connaît les ressources très limitées du Mali. C'est vrai, et qu'il faut que le pouvoir, qu'il faut que, n'est-ce pas, les autorités elles-mêmes réduisent les trains de vie. C'est tout à fait normal. On ne peut pas se payer un certain nombre de luxe pendant que les couches les plus importantes de la population, et Charana l'a dit, les enseignants sont éminemment importants dans notre pays, les médecins ne le sont pas moins. Mais alors, quand le médecin malien veut être traité sur le même pied d'égalité que le médecin sénégalais et ivoirien, c'est tout simplement compliqué. L'enseignant, il en est de même pour l'enseignant. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que tout simplement, je ne m'empresse pas de dire que ce Premier ministre qui vient de remuer le dialogue avec le syndicat de la santé, je ne m'empresse pas de le féliciter. Parce que même avec l'autre Premier ministre, des points d'accord avaient été trouvés. Mais c'est dans la mise en œuvre des différents points d'accord qu'il y a problème. On s'aperçoit que pour éviter tel ou tel mouvement, le gouvernement est souvent amené à faire des promesses, à vouloir arrondir les angles, mais en réalité, il s'aperçoit, le gouvernement, que cela n'est pas possible. Et les grévistes reviennent encore avec beaucoup plus de hargne et tout est bloqué. Alors rien ne prouve aujourd'hui que les différents accords qui viennent d'être tout juste ébauchés, parce qu'en fait, on peut pas parler d'accord pour l'instant. On a juste une entame de négociations, certainement avec les syndicats de la santé. Aujourd'hui, avec les enseignants... Mais qui a conduit quand même à la reprise, à l'arrêt de la grève, c'est vrai. La grève a été... On peut pas trouver un peu la même chose avec les enseignants? Mais bien sûr, je pense que ce Premier ministre, c'est ça son mérite. Le dialogue n'est pas interrompu, mais est-ce qu'il a plus de moyens que l'autre Premier ministre? C'est pas du tout évident, parce que le Mali, quoi que l'on dise, le Mali reste quand même l'un des pays les plus pauvres parmi les pauvres. Alors il est difficile aujourd'hui de pouvoir satisfaire toutes ces revendications. Il a dit, toi journaliste malien, tu peux revendiquer les mêmes avantages, les mêmes droits qu'un journaliste ivoirien ou sénégalais. Merci. J'entends Paul Ben qui souhaite réagir. Oui, en deux secondes. Allez-y, Paul Ben. Juste, Idrissa Kamara l'a effleuré, le train de vie de l'État. Vous savez, quand vous voulez pas imposer, mais demander à quelqu'un de lâcher du lest, vous-même en tant que l'État, parce que l'État est au-dessus de nous tous, c'est par lui et avec lui qu'on doit prendre l'exemple. L'État doit essayer de réduire considérablement son train de vie. Le gouvernement double ou bien triple XL qu'on nous a proposé ces derniers temps ne laisse pas augurer de lendemain meilleur par rapport aux négociations qu'ils ont, parce que quand l'État veut demander aux gens... Mais Paul Ben, il y a quand même des succès notables jusqu'ici. Et puis le Premier ministre a demandé au ministre des Finances qu'il y ait des réductions par rapport au train de vie de l'État. Les gens sont pressés. C'est en cours. C'est en cours. Et la taille du gouvernement que certains évoquent, le gouvernement est hautement politique. Est-ce que tu vois, sa composition répond à certaines normes? Ce n'est pas la taille. Dans tous les pays de la sous-région, le Mali a une équipe, et a l'équipe la plus réduite dans toute la sous-région. Au Ghana, récemment, on a fait 104 ministres. En Côte d'Ivoire, au Sénégal. L'essentiel, c'est la réduction du train de vie de l'État qui n'est pas nécessairement liée à la taille du gouvernement. C'était 33, on a augmenté 2 seulement. Et puis bon, par exemple, le budget du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Il y a eu un ministre en charge de la et des droits de l'homme. Le budget alloué aux droits de l'homme au niveau du ministre de la Justice va aller avec ce nouveau ministère de la réforme institutionnelle et des droits de l'homme. Et là où il y avait la réforme institutionnelle également, il y avait un budget alloué au niveau de cette réforme institutionnelle. Ce budget aussi revient. C'est comme ça. C'est-à-dire que les départements, on a éclaté seulement des départements. On va écouter Paul Ben. Et on a fait disparaître. On a éclaté. Sinon les dépenses sont les mêmes. On peut bel et bien réduire le train
de l'État, est-ce que tu vois, avec vraiment cette taille du gouvernement sur lequel les uns et les autres se focalisent. On écoute Paul Ben. Quand vous divisez, quand vous éclatez le ministère de l'administration territoriale, des collectivités et de la réforme de l'État, vous l'éclatez en 3 ministères, c'est déjà des dépenses que vous engagez là. Ce n'est pas la réduction. Non, c'est le même budget qui est réparti entre 2 ou 3 départements. Je suis désolé. Merci, monsieur. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le forum de la presse. Nous attaquons à présent un autre thème, le CICR à Kidal. On a vu que lundi dernier, le 24, des hommes non identifiés ont cambriolé les locaux de la Croix-Rouge dans la région de Kidal. Deuxième cambriolage en moins de 3 mois. Chahana, est-ce que c'est quand même un peu trop? Le CICR plie bagage. Ce n'est pas trop, c'est Kidal. C'est une zone de non-droit. Ils sont même à 3 seulement, c'est même peu. Dans une zone de non-droit où il y a l'insécurité, où il y a le vol, où il y a tout. Mais c'est quand même grave quand même que des humanitaires plient bagages. Les gens de Kidal s'en fichent d'humanitaire ou pas. Ils profitent de la situation, ils volent, ils pillent, ils tuent. Ils s'en fichent mal là. Nous ne sommes pas dans un État ou dans un territoire organisé. Non, nous sommes dans un territoire où règne le désordre. Dans un territoire où on tue, on viole, on fait ce qu'on veut, il n'y a rien. Il n'y a pas d'État. L'aménagement qui y est ne réagit pas. L'aménagement est dans son coin. Elle se protège elle-même. Et puis surtout, Kidal est entre les mains des gens qui ne veulent pas de la République du Mali. Et il crée des conditions pour s'éloigner tous les jours de la République du Mali. Donc ne comptons pas sur ces gens-là pour vraiment mettre de l'ordre ou respecter des décisions ou des normes internationales. Que non, les gens de Kidal ne sont pas capables de ça. Merci Idrissa Kamara. Alors voilà. si on a quand même des humanitaires qui plient bagage, cette réponse humanitaire attendue par les pauvres populations, quand même, on frôle un peu la catastrophe. Hein. Absolument. Plutôt que de me focaliser sur la fête, je voudrais, comme tu as tendance à me le faire, je voudrais plutôt me focaliser sur les conséquences de cet état de fête. Chahana l'a dit, hein, il ne faut pas compter sur les gens de Kidal pour aller dans le sens de la normalité. C'est pas possible, c'est pas leur affaire. Alors à l'État du Mali et à ses partenaires, notamment à la MINUSMA et à Barkhane, à toutes ces opérations qui sont quand même chez nous, qui assistent comme ça, comme si de rien n'était, que des individus prennent Kidal en otage. Alors les conséquences les plus immédiates de ce départ du CICR, c'est que c'est des pauvres citoyens de Kidal qui n'ont rien à voir avec cette prétendue crise-là. En fait, il n'y a pas de crise à Kidal. C'est une crise qui a été fabriquée de toutes pièces par des gens, des personnes de mauvaise foi qui veulent la partition du pays. Puisque nous autres, on ne veut pas de la partition, donc ils créent l'incident là où il n'y en a pas. Alors, les conséquences, il faut plutôt s'étendre sur les conséquences des pauvres citoyens, des enfants, des personnes âgées qui en font les frais, qui vont être des laissés pour compte, qui vont donc avoir affaire à toutes sortes de problèmes. Merci, c'est ça le fond du problème aujourd'hui. Paul Ben, vous qui sillonnez très souvent les zones du Nord, est-ce que justement on peut très bientôt rétablir la sécurité à Kidal? Bon, je ne vais pas être généraliste comme Chahana Taki ou les gens de Kidal. Non. C'est une poignée d'irrédentistes qui sont là à s'aimer Ils sont les mêmes. Non, ne généralisez pas. Chahana Taki, il ne faut pas généraliser. Je l'assume, ils sont les mêmes. On va laisser Paul Ben atterrir. Il y a des gens de bonne foi. Il n'y a aucune bonne foi à Kidal. Que ça avance. Chahana Taki, je vous en prie. Je disais que, bon, écoutez, par rapport aux humanitaires, où toutes les régions du nord du Mali, où les humanitaires se trouvent, et même au-delà, même au Chili. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, que les humanitaires dans les zones...
Les humanitaires ont les mêmes problèmes. Les humanitaires ont les mêmes problèmes partout. Ils ont des consignes très strictes qu'ils doivent respecter. Même à Bamako ici, à partir de 18h par exemple, on défend à certains humanitaires de ne plus circuler à cause des risques d'enlèvement, d'attaque, de ceci. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Paul Ben, justement, que des humanitaires dans d'autres zones où il y a des problèmes de sécurité partent? Ça a toujours été le cas, hein. Ça a été toujours le cas, mais ils vont revenir. Vous savez, il faut à un certain moment dire stop, oh là. Donc pour que les gens se ressaisissent, pour que les gens reviennent. Maintenant, moi, vous savez, j'ai assisté à beaucoup de réunions à Ménaka, par exemple, entre les humanitaires et l'administration, où ça a été souvent, les débats ont été très chauds. On demande aux humanitaires souvent de prendre certaines mesures de sécurité, mais que ces humanitaires refusent. Par exemple, je vais vous donner l'exemple. Le HCR, la Croix-Rouge, le HCR, la Croix-Rouge et d'autres ONG internationales, on leur demande souvent de poster ou bien de prendre la sécurité, les forces armées de sécurité pour assurer la sécurité. Ils refusent carrément. On leur demande par exemple de rehausser les murs, de faire des barbelés. Ils refusent. Ils refusent certaines mesures de sécurité qu'on leur propose. Donc ils s'exposent eux-mêmes. Mais je crois que vraiment il ne faut pas trop généraliser les choses. Ils vont revenir, la Croix-Rouge va revenir à Kidal. Cela ne me semble pas convaincant. Les humanistes font partie également des Nations Unies, de la grande famille des Nations Unies. Comment est-ce qu'ils refusent des mesures de sécurité on a 8 minutes pour parler du dernier thème. Cela n'est pas inacceptable. Ça ne peut pas on a 8 minutes pour parler du dernier thème. C'est inexact. 296 réfugiés de 76 foyers du camp de Mbera en Mauritanie sont rentrés volontairement à Tombouctou. C'était le mardi dernier. On va écouter... on va laisser la capsule. On va justement aller aux questions. Est-ce qu'on peut dire que l'installation des autorités intérimaires de Tombouctou a justement favorisé et encouragé ce retour-là? Oui et non. Ce qui veut dire que le retour des réfugiés, ça se prépare. C'était en route depuis les nombreux reports de la mise en place des autorités intérieures de Tombouctou. Je pense que ça n'a rien à voir. Pour que les réfugiés puissent revenir, il y a un certain nombre de critères et d'assurances. Certainement, ils ont été rassurés et que la paix dans cette zone où ils retournent, est-ce que tu vois qu'il y a quand même la paix, sinon l'insécurité a baissé d'un cran pour qu'ils puissent revenir. Justement, l'installation des autorités intérimaires y est peut-être pour quelque chose? Je ne le crois pas. Moi, je refuse de lier la mise en place des autorités intérimaires au retour des réfugiés. C'est deux choses complètement différentes. La mise en place des autorités intérimaires est hautement politique. Le retour des réfugiés, c'est une question humanitaire qui répond à des critères bien définis. Pourquoi les réfugiés ont-ils quitté leur domicile? Ils ont quitté parce qu'il y avait l'insécurité. Ils ont quitté parce qu'il y a la guerre. Ils ont quitté parce qu'on pillait, parce qu'on tuait, parce qu'on violait. Donc si aujourd'hui ils acceptent revenir, c'est que la situation s'est améliorée. C'est qu'il y a au moins la paix. Dans cette zone bien précise, c'est qu'il y a au moins la paix. S'il y a la paix, cela signifie également qu'il y a probablement la sécurité. S'il y a probablement la sécurité, ce qui veut dire également qu'on a créé les conditions de travail pour ces revenants, afin qu'ils puissent s'adonner à des activités lucratives, faire l'agriculture ou avoir des troupeaux, des petites activités de revenus pour permettre d'avoir des revenus. Est-ce que vous voyez? Sinon, on ne revient pas comme ça. Merci Chahana Takiou. Idrissa Kamara, selon Médecins sans frontières, près de 50 000 réfugiés maliens seraient menacés de malnutrition aiguë dans le camp de Mbera. Est-ce que justement il ne faudrait pas trouver un moyen très rapide? Il n'y a que 200-300 qui soient revenus, il y en a près de 50 000 justement dans ce camp-là. Est-ce qu'il ne faut pas trouver le moyen de les ramener le plus rapidement possible?
Absolument, il faudrait trouver le moyen de faire revenir tous les réfugiés, pas seulement ceux de Beira en Mauritanie, mais également ceux qui vivant aujourd'hui au Burkina Faso, au Niger également. Absolument. Pour parler de... En Algérie. Voilà, en Algérie également. Pour parler des réfugiés, je pense qu'il faut d'abord revenir à l'accord pour la paix et la réconciliation issu des pourparlers d'Alger, et le retour des réfugiés au Bercail est un des points, n'est-ce pas, de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'est écrit noir sur blanc qu'il faut que les réfugiés reviennent. Chahana l'a dit. Maintenant, c'est que les conditions sont meilleures par rapport à un passé très récent. C'est à la suite d'exactions, c'est à la suite de tueries, c'est à la suite de viols qu'ils ont quitté leur bercail. Alors pour revenir, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. C'est le cas aujourd'hui. Ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que les efforts doivent continuer à être conjugués pour créer les conditions optimales du retour effectif de chaque réfugié. Il ne faudra pas qu'un seul réfugié malien reste en dehors du Mali. Alors on a également le cas de déplacés internes également. Qui voilà, les déplacés internes, voilà. Les déplacés internes, c'est quasiment le même problème. Tu quittes un point B, un point A pour un point B, ça veut dire tout simplement que sur le point A, tu n'étais pas dans les conditions d'existence optimales. Tu quittes pour aller là où il y a la quiétude, il y a la sécurité et tout ça. Alors lorsque la sécurité revient dans ton milieu d'origine, parce que chacun tient à son milieu d'origine. Quand tu quittes ton milieu d'origine, c'est certainement à la suite d'exactions. Dès que la situation se normalise, chacun aspire à revenir chez soi. Et c'est le cas de tous les réfugiés. Alors, il faudrait que chacun revienne. Pas qu'un seul réfugié reste au Burkina Faso, au Niger, en Algérie ou en Mauritanie. Merci. Paul Ben, dernière question. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres retours d'ici peu Monsieur Touré, moi je me méfie trop des coups de com' des humanitaires. Je voudrais bien croire qu'il y ait 300 personnes qui sont revenues du plan de Mbera. Je me suis renseigné il y a 2 ou 3 jours par rapport à cela. Même aujourd'hui, j'ai échangé avec quelqu'un qui revient de la Mauritanie, qui a séjourné dans le camp. Je ne suis pas très optimiste par rapport aux chiffres qu'on avance de 300 personnes qui sont revenues. Je le vérifierai de toutes les façons puisque j'ai la possibilité d'aller sur le terrain. Si c'est le cas, je vous le dirai, et moi je crois que le retour des déplacés, c'est une chose salutaire. On le souhaite, que ce soit à Mbera, que ce soit à Bani Bangou ou un peu plus vers Tamanrasset. Si les gens reviennent dans leur situation, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres retours, tout rapidement? Si les conditions sont réunies, mais j'ai très peur que ça soit difficile. Ça va être difficile. Mais je reste sur la ligne, je vous le dirai. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce forum de la presse. Ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Chahana Takiou du 22 septembre, Idrissa Kamara de l'ORTM, Paul Ben, journaliste indépendant, était avec nous. Merci, messieurs. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Marandialo. Sedumbo a assuré la mise en onde. Peting Diara, la régie vidéo. N'oublie pas de contribuer au grand dialogue à travers notre répondeur. C'est au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Nous vous invitons également à faire un tour sur notre site web, c'est www.studiotamani.org. Je suis Ousmane Diadje Touré, merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.